Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrains marseillais, proxénètes nantais ou braqueurs lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. À Marseille, le soleil brille aussi pour les voyous qui délaissent l'ombre des bas-fonds pour la lumière du grand jour. Loin d'être des anonymes, Gaëtan Zampa, Francis le Belge et tant d'autres ont vu leur réputation s'étendre bien au-delà des murs de la ville. Vous écoutez Gang 70s, épisode 3, Marseille. À Marseille, Caïd de la Pègre se dit parrain. Nulle autre ville en France n'aligne une telle lignée de grandes figures dominantes. Leurs ombres planent sur le Vieux-Port, alimentent les conversations des bistrots de la Canebière et font les gros titres du Provençal ou du Méridional. À Marseille se dessine forcément la silhouette d'un chef qui règne sur son milieu. Une tradition qui remonterait aux années 30 et à l'apparition d'un duo de légende formé par Paul Carbone et François Spirito. Une époque où la ville, élue capitale du crime, gagne son surnom de Chicago. C'est la grande époque, dans les années 20-30, des Carbone et des Spirito qui vont dominer le milieu. Jean-Louis Pietri, ancien agent de la brigade de répression du banditisme. Et ces gens-là font dans le gros business, donc ils n'ont pas envie d'être emmerdés par des petites bandes de voyous, des petites guapes qui risquent d'attirer l'attention sur leur trafic par ailleurs et qui risquent de réveiller le flic qui dort tranquillement à l'évêché. Et donc ces grands caïds de l'époque vont éliminer petit à petit les derniers survivants de ces gangs de banlieue, de ces nervis. Donc ils vont les éliminer soit physiquement, soit en leur fournissant des petits boulots de subalternes. Et à partir des années 30, l'ordre mafieux va régner sur Marseille. La figure du parrain marseillais n'a rien à voir avec la figure du capo dei tutti capi qu'on peut imaginer au sommet de la Cosa Nostra à New York dans ces années-là. C'est pas un milieu structuré. Le milieu du grand banditisme à Marseille n'est pas un milieu structuré, hiérarchisé, de forme pyramidale. Nulle famille à la sicilienne ne règne sur le quartier de l'Opéra et les établissements de la ville. Non, la pègre phocéenne horizontale est composée d'individus. Mais certains plus puissants, plus redoutés, imposent leurs lois. Je crois que la ville en général a besoin d'hommes forts. C'est le cas en politique, où tous les maires qui se sont succédés à Marseille sont des hommes forts, dont l'image était puissante. Frédéric Monneret, avocat de Francis le Belge. Et au niveau banditisme et milieu, on constate exactement la même tendance. Le milieu marseillais, pendant des années, des décennies, a eu besoin d'hommes forts. Après-guerre, à Carbone et Spirito succéderont les frères Guérini. Antoine et Barthélemy, dit Mémé, puis Baptistin, dit Tintin Tramini. Et à l'orée des années 70, un certain Gaëtan Zampa, dit Tani. Gaëtan Zampa, c'est un Marseillais qui est né prétendument le 1er avril 1933, mais en fait, il est né en mars 1933. José Darigo, ancien journaliste au Méridional et auteur de Zampa. Mais son père, Mathieu Zampa, n'a jamais voulu le déclarer en mars parce qu'il estimait que le mois de mars, c'était le mois des fous. Alors il a dit, mon fils ne naîtra jamais le mois des fous, et il l'a déclaré le 1er avril. Mathieu Zampa, c'était un des personnages clés de la pègre à Marseille. C'était déjà un voyou bien installé, qui était avec le costume 3 pièces, le gilet, les fines rayures, les chaussures bicolores. C'était vraiment le voyou caricatural, quoi. Le proxénète de base, avec son bordel à l'opéra. Et c'est dans cette ambiance-là qu'a grandi le petit Gaëtan Zampa. Tani pousse dans le quartier populaire de Saint-Mauron avant que la famille ne déménage. C'était une époque difficile,
pour les Italiens de Marseille, où on les traitait de macaroni, on les traitait de spaghetti, on les traitait de tous les noms, vous voyez. Donc c'était pour eux difficile de vivre et de s'intégrer à Marseille. Il a amené sa famille, si vous voulez, à l'abri, à la Caillole, dans les quartiers sud, parce qu'à l'époque c'était vraiment un terrain où il n'y avait que les Baumettes. Et curieusement, Mathieu Zampa avait acheté un terrain juste en face des Baumettes, où il a fait construire sa maison. Tani va courir les collines et faire les 400 coups avec ses amis d'enfance. Plus tard, certains deviendront ses fidèles. Il a arrêté ses études assez tôt parce que son père, à ce moment-là, était un petit peu assigné à résidence à Dakar, au Sénégal, où il avait d'ailleurs monté un bordel international. Donc lui, il se trouve seul avec ses sœurs, etc., sa mère, sa tante, etc. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a pratiquement plus rien pour nourrir ma famille. Je vais les chercher, les sous. Les sous, je vais les chercher. Et ça commence comme ça. Le cursus de Gaëtan Zampa dans le banditisme, il commence lentement, il commence comme tous les voyous par quelques larcins, quelques vols à l'étalage, quelques vols à l'esbrouf, etc. Et puis, insensiblement, il en vient au braquage. Le premier véritable coup très audacieux de Gaëtan Zampa, c'est le casse des convalescents. Les gangsters de la Saint-Sylvestre se sont offerts à Marseille de généreuses étrennes. C'est à quelques centaines de mètres de la gare Saint-Charles, dans la petite rue des Convalescents, tout près du commissariat du 2e arrondissement, qu'a eu lieu le plus sensationnel fric-frac commis et réussi à Marseille. 160 millions d'anciens francs dérobés dans la chambre forte de la caisse d'allocation familiale avec une facilité déconcertante. Il se laisse enfermer l'avant-veille du 1er de l'an, il passe 2 jours et demi seul, et le 2 au matin, au moment précis à 8h où arrivent les 2 convoyeurs avec les sacs pour approvisionner effectivement en argent l'établissement, il les braque, il les fait coucher sur le sol, il leur dit « ne bougez plus », il prend les 2 sacs, il s'arrache, un complice est dehors en voiture, ça a duré 3 minutes. Et en 3 minutes, il a pris 160 millions de francs. Une somme fabuleuse qui permettrait aujourd'hui, par exemple, de construire toute une ligne de métro, vous voyez. Après ce coup d'éclat qui va asseoir sa réputation, Zampa monte se mettre au vert à Paris. Quelques mois plus tard, poussé par son ambition, il redescend à Marseille. Ce qu'on appelait le parrain à l'époque, c'est Antoine Guérini. Et Zampa va, dans un premier temps en tout cas, fraterniser avec les frères Guérini et travailler en bonne intelligence avec les frères Guérini, de telle façon qu'il va toujours tirer son épingle du jeu de cette époque très trouble en matière politique. Les Guérini règnent sur le monde de la prostitution, avec ses hôtels et ses bars qui alimentent les caisses du milieu et font la réputation de certains quartiers de la ville. Alors à l'époque, les quartiers chauds, c'est l'Opéra, c'est la rue de la Tour, la rue Lully, la rue Molière, tous ces coins qu'on appelle nous l'Opéra à Marseille, et où il y a à l'époque une intense prostitution, c'est-à-dire il y a des filles qui sont là, qui font le tapin. Et lui, il voit d'un mauvais œil les proxénètes qui s'occupent de ces filles, qui sont des types embagousés avec des colliers un petit peu m'as-tu vu, ce qu'on appelle nous à Marseille les cacous. Et ça lui plaît pas du tout, Il dit ces filles, elles doivent aller à des mecs qui se sont bien comportés, c'est-à-dire à des braqueurs. Et donc lui, il va faire en sorte d'aller chaque soir avec ses hommes à l'Opéra pour balancer des gifles, des claques, des emplâtres, comme on dit à Marseille. Il allait emplâtrer toutes les filles qui étaient là à l'extérieur et pour leur dire, écoutez, vous allez arrêter et vous allez dire à votre Mac de venir chez Guérini au Méditerranée pour me voir moi. Parce que maintenant, vous dépendrez de moi. Par exemple, je l'ai rencontré la première fois. C'était pour une histoire de femme. Laurent Fioccioni, dit Charlot, ex-associé de Francis le Belge et auteur du livre Le Colombien. Parce que Zamp avait instauré à Marseille que toutes les femmes qui travaillaient devaient être mariées avec des voyous. Et surtout ses amis, non ? Donc mon cousin s'était mis avec une femme qui était descendue à Jean-les-Pins. Et elle lui avait dit, j'ai Zamp qui est sur moi, il veut que je me marie avec des gens de là-bas et tout ça. Donc on avait été le voir. Je ne le connaissais pas. À premier abord, il m'a fait bonne impression et tout. C'était
un garçon, on voyait que c'était un garçon qui faisait de l'avant. J'avais été au canotier, et il a compris la situation, et il n'avait aucun problème, il était tout content que cette femme reste avec mon cousin. Par la suite, on s'est fréquentés, et tout, on se voyait de temps en temps et tout ça, et j'ai jamais eu aucun problème avec lui. Et même qu'après, il rentrait dans nos affaires. Ces affaires, c'est la French Connection. L'envoi d'héroïne marseillaise à la mafia italo-américaine de New York. Un business qui va les mettre face à face avec un jeune ambitieux marseillais de 13 ans leur cadet. À ce moment-là, arrive un autre jeune loup, je dirais, sur le terrain qui s'appelle Francis Van der Berg. Francis Van der Berg, lui aussi, il est d'origine à la fois belge et espagnole. Il a le sang chaud, il vient de la Belle de Mai, un quartier chaud de Marseille, où il fait la loi. José Darigo. Et il va se heurter de plein fouet à Gaëtan Zampa. Ils sont très copains, mais dans un même marigot, il ne peut pas y avoir de place pour deux crocodiles affamés. J'ai connu Francis aux 5 parties du monde. Laurent Fioccioni. Un jour que j'avais eu un problème, c'était un garçon qui faisait de la vente, c'était un garçon qui avait pas froid aux yeux, c'était un garçon qui était très intelligent et qui en voulait. Francis, il était spécialisé dans les braquages surtout. Et de fil en aiguille, il était rentré avec nous dans le trafic, le trafic de drogue et tout ça. Voilà. On montait les affaires pour envoyer aux États-Unis. Et plusieurs fois, on montait chacun dans notre voiture la marchandise pour l'emmener au lieu-dit. J'avais une Maserati, lui il avait une Porsche, alors on s'amusait à faire la course. On chargeait à Marseille et on allait en Bretagne. On chargeait toujours en Bretagne, au Sable d'Olonne ou des trucs comme ça. Là, le caprice des temps, un ancien crevettier, les attend avec sa quille trafiquée capable de contenir plusieurs centaines de kilos de blanches destinées au marché américain. Mettre de la marchandise dans une voiture et s'en aller, c'est des choses qu'il faut être vraiment inconscient. Mais on était jeunes, comme dirait l'autre. Inconscient, mais riche. Le kilo d'héroïne, acheté $800 à Marseille, est alors revendu $12 000 à New York. L'argent coule à flot dans les poches de truands d'à peine 25 ans. Une manne dont tout le monde veut profiter, y compris bien sûr Tani Zampa. Son équipe envoie sa propre marchandise, mais Zampa, étant l'un des rares à avoir un acheteur américain, assure également le transport et la revente du produit des collègues, celui de l'équipe du Belge notamment. Mais une fois, quand le caprice d'État est arrivé aux États-Unis, dans les quantités qu'il y avait pas mal de quantités qui étaient pas bonnes. Donc on a eu des embêtements. Mais on ne savait pas qui c'était qui nous avait fait ça, qui nous avait donné une marchandise qui n'était pas valable. Donc au deuxième envoi, nous avons pris des précautions et on s'est aperçu que ça venait de Zampa. Donc on a été le voir et tout ça, et lui il a dit qu'il avait été engagné, qu'on l'avait fait marron, que ça venait pas de lui, patati patata, et qu'on reste tranquille, que lui il allait s'occuper de tout ça. L'ambiance s'est refroidie entre les deux parties. Quelque temps plus tard, alors que Laurent Fioccioni est tombé, elle va carrément devenir glaciale. Et par la suite, quand j'étais en prison, j'ai su qu'il a eu une histoire avec le Belge et qu'il a pris, par exemple, les défenses d'un garçon qui avait pris de la marchandise au Belge et lui s'est mis avec l'autre. Cet autre, c'est Jolomini, dit le Toréador, un proche de Zampa qui, alors qu'il rendait visite au chimiste, s'est permis de piocher dans le lot destiné aux Belges. Ce dernier ne compte pas laisser passer et les contentieux s'accumulant avec Tani décide de sortir les calibres. Zampa va alors prendre les devants le 5 septembre 1972, boulevard Finaduco à Marseille. Gaëtan Zampa a monté un guet-apens pour les tuer tous. Toute l'équipe du Belge et le Belge, il veut se les faire. Les 4 ou 5 hommes qui constituent la bande du Belge vont se faire tous tuer dans la même voiture, une Mercedes, le soir, tués par les tueurs donc de Tani Zampa et Zampa lui-même qui participe à cette tuerie. Ces hommes-là sont achevés, comme le veut la tradition du milieu à l'époque, d'une balle dans la nuque. Et puis, Gaëtan Zampa regarde dans la voiture les 5 hommes. Il n'y a pas le Belge, il n'y a pas son ennemi juré. Et à partir de là, ça va être tragique parce que le Belge n'aura de cesse que de se venger, de venger son équipe qui a été exterminée par Zampa. La guerre est déclarée.
Les règlements de compte vont se poursuivre durant les mois qui suivent. 3 morts contre 1 pour Zampa. Le Belge va rétablir l'équilibre le 31 mars 1973. Vers 19h, 3 hommes font irruption au Tanagra, un bar du Vieux-Port, et abattent Joe Lomini, le toréador, l'indélicat qui avait pris la canne du Belge. Son collègue, Ange Bistoni, avec qui il buvait un verre, est également tué. La barmaid et un pêcheur sont blessés. 2 morts en 24 heures, 2 exécutions, l'une en plein centre de Marseille, l'autre sur l'autoroute Nord, permettent de se poser ce soir quelques questions. Règlement de compte, reprise en main du milieu par un autre milieu, corrélation entre les 2 exécutions, il est difficile de savoir ce qui se passe exactement. Les chiffres, eux, ne mentent pas et les morts ne parlent pas. Les chiffres, 7 morts depuis l'automne dernier. Mais le Belge ne pourra personnellement se venger de Thani Zampa. 1 mois après la tuerie du Tanagra, il est arrêté pour port d'armes et condamné à 3 ans. Alors qu'il est en prison, la filière d'héroïne est démantelée et un repentir balance. À son procès en 1977, il est défendu par Jean-Louis Pelletier. Il avait une aura dans le milieu, certainement. Jean-Louis Pelletier, avocat de Tony Zampa et de Francis le Belge. Et puis, il était déjà signalé à la police, et donc, par contre-coup, il avait eu affaire à la justice. Quelqu'un comme Francis Zamberberg était capable de se défendre. Il était remarquablement intelligent, il avait beaucoup d'autorité, un ascendant énorme. En plus, il avait, je crois, l'âme d'un chef de bande. On le suivait, il avait des équipes de gens qui étaient totalement fidèles. Francis le Belge, condamné à 14 ans de prison, part pour de longues années derrière les barreaux. Le champ est alors libre pour Thani Zampa, qui donne sa pleine mesure. Il met la main sur les pompes Afrique du Milieu à Marseille et à Aix, les boîtes de nuit, les brasseries, les stupes à grande échelle. Zampa avait construit dans Marseille, si vous voulez, un véritable empire. C'était le prince du milieu respecté comme tel, avec des méthodes certes féroces pour s'imposer, mais aussi des méthodes, je dirais, de clientéliste politique. Il recevait le matin dans son bar tous les gens de Marseille, les petites mains qui venaient le voir parce qu'ils étaient dans l'embarras. Il lui arrivait de filer 5 bâtons dans la journée. 5 bâtons dans la journée, pour l'époque, c'était énorme. 5 bâtons, c'est 50 000 francs, c'est pas rien du tout. Eh bien, lui, il avait ce geste large pour ensuite faire prêter allégeance aux gens. C'était un peu ça déjà à l'époque. C'est-à-dire que les gens, ils donnaient de l'argent, mais ils disaient attention, ton fils, il faudra qu'il se rappelle que c'est Thani Zampa qui lui a payé son avocat, qui lui a payé même ses 2 avocats, qui s'en souviennent toujours parce que peut-être un jour ton fils en aurait besoin. Et ce jour-là, il faudra qu'il soit avec moi. Parce que Zampa, sa devise, c'était ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. On ne le contredisait pas. Hein. C'était quelqu'un de très sympa. De très sympa, mais dont je savais parfaitement que sur un coup de colère, ça pouvait changer. Hein. Ça pouvait changer et on le disait, il pouvait faire peur. Hein. Le parrain trône dans son bar attitré du Vieux-Port, où le défilé des acolytes et des obligés tourne à la démonstration de force quotidienne. J'ai le souvenir de Gaëtan Zampa, de Thani, dans son bistrot qui trônait en empereur, là, vraiment, avec des gens autour, c'était extraordinaire, c'était du cinéma, parce qu'alors, il y avait aussi un gestuel, c'est-à-dire que vous avez alors on se levait, on les embrassait, on se fait des grandes claques dans le dos, et bon, ça c'est ceux à qui on marque de la considération, et puis vous avez ceux, bon, ça va, et puis vous avez ceux qu'on salue de loin, et qui sont très respectueux, très déférents. Sa puissance, Thani doit l'étaler pour assurer sa suprématie. Le Belge est en prison, mais d'autres osent se dresser contre lui. Notamment en 1977 et 1978, lorsqu'il s'oppose à une autre figure locale, Jackie Le Mat. Certains de ses proches tombent, mais Thani passe au travers, continuant à régner sur la ville. Mais le 21 octobre 1981, les ennuis vont commencer. Ce jour-là, une équipe de trafiquants de drogue élimine le juge Pierre Michel. Thani Zampa, qui clame pourtant son innocence, va en supporter les conséquences. 21 octobre 1981, à midi, le juge Pierre Michel rentre chez lui en moto. 2 motards le coincent contre le trottoir, l'abattent et disparaissent. Une fois de plus, les pistes semblent conduire à Gaëtan Zampa. Mais elles sont si habilement brouillées que les enquêteurs, une fois de plus, ne parviennent pas à le coincer. La grosse erreur de Gaëtan Zampa, c'est d'avoir laissé faire cet attentat contre Pierre Michel.
L'enquête, lorsqu'on débute l'enquête, on ne pense pas véritablement que Zampa est dans le coup, pour une raison assez simple, c'est que l'homme est assez intelligent pour savoir que si on tue un juge dans la ville dont il est le roi occulte, certes, mais le roi quand même, ça aura forcément des conséquences sur ses entreprises mafieuses. Et comme il est assez intelligent pour ça, on pense très sincèrement on le voit pas sur ce coup-là, très honnêtement. Alors la presse, elle, par contre, elle le voit, puisque le nom de Zampa va être sorti du chapeau, et avec tout le folklore mafieux sicilo-américain, etc., etc. On parle de la mafia, on parle de la Cosa Nostra, on parle de Zampa. Mais Gaëtan Zampa va se mettre en cavale après l'assassinat de Pierre Michel, alors qu'il sait très bien qu'en procédure, il n'y a rien contre lui dans l'histoire Michel. Il n'y a rien. Et comme on n'arrive pas à le rattraper, à partir de 82, on le cherche, bien entendu, pour lui demander des explications sur ses relations avec cet homme qui a fourni la moto aux assassins de Pierre Michel. Mais comme on n'arrive pas à le retrouver, on va frapper au portefeuille, dans la grande tradition qui avait valu la chute d'Al Capone aux États-Unis. On va le coincer financièrement. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête financière sur ses affaires. Et à partir de là, évidemment, on ouvre la boîte à Pandore et évidemment, on trouve des faux en écriture, on trouve des abus de biens sociaux, etc., etc. Je vous en passe des meilleurs. Les enquêteurs fouillent les comptes des boîtes de nuit tenues par Zampa et son clan, à Cassis, Cannes, Marseille. Mais aussi, bien sûr, le fleuron de son empire, le Krypton, un énorme établissement situé dans la région aixoise. Mercredi à l'aube, c'est la rafle dans une trentaine de discothèques, toutes contrôlées par le clan Zampa. Bilan de l'opération, 21 inculpations, 11 personnes écrouées. Un mandat international est lancé contre Zampa lui-même, toujours réfugié en Italie. C'est tout un empire qui s'écroule. Après un an de cavale, durant laquelle il se cache notamment à Clermont-Ferrand, les enquêteurs finissent par le loger. En plan caïstre, on vient d'avoir un renseignement qui nous dit que une des maîtresses de Gaëtan Zampa cherche un local à Istres, donc on se met en planque sur cette villa, sur les bords de l'étang de l'Olivier. Et donc on attend, on sait qu'il va venir. Ça a été confirmé par une écoute. On sait qu'il va venir et on attend, on patiente, on attend. Et puis un beau jour, on le voit arriver. Et là, on donne l'assaut dans les minutes qui suivent. Et ça se passe très bien, quoi, au porte-voix. La maison est encerclée et ça se passe au porte-voix. Zampa, la maison est cernée, sort de là. Je compte jusqu'à 10, 5 et 5, 10, feu. On envoie une cartouche de gaz dans la baraque et il sort les mains en l'air. En novembre 1983, Tani prend donc la direction des Baumettes. Mais en juillet 1984, moins d'un an après son arrivée dans la prison marseillaise, Tani Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule. Mais loin d'être un suicide, cette mort serait accidentelle. Un stratagème qui aurait mal tourné. Dans sa cellule, bien qu'il ait déjà fait une tentative de suicide, on lui avait fourni une corde à sauter, ce qui est quand même assez cocasse, pour qu'il puisse s'entraîner. Que le gars qui était son codétenu était un ancien videur de ces boîtes de nuit et qui n'a rien entendu de la préparation de la pendaison. Donc ça, c'est assez aussi bizarre. Il a dépendu, bien sûr, mais c'était trop tard puisque le cerveau n'était plus irrigué et il est mort quelques jours plus tard, Gaëtan Zampa. Il n'avait pas du tout envie de se suicider, il voulait faire quelque chose, il sentait que ça allait, la sanction allait être énorme. Jean-Louis Pelletier. Il voulait protester. Ce qu'il tente de faire, à mon avis, c'est une fausse pendaison. Il tente simplement un simulacre de pendaison pour s'arracher un petit peu les chairs ici, s'étouffer légèrement, en quelque sorte, et être conduit à la prison-hôpital de Sainte-Marguerite, où il y avait une armée qui l'attendait. Il y avait son frère, son demi-frère, Jeannot aussi, il y avait toute son équipe qui était là, qui l'aurait arraché en 5 minutes. Moi, je suis sûr qu'il ne s'est pas suicidé.
Il a raté son suicide et il a réussi sa mort, voilà. Francis le Belge, sorti de la centrale de Poissy 5 jours après, ne se réjouira pas d'une disparition qu'il prive d'une vengeance ruminée pendant de longues années. J'avais vu quelque temps après Francis van Werberg, Frédéric Monneret, qui lui fulminait parce que Zampa était mort, en me disant « Je n'ai même pas eu le plaisir de les lui filer », ce que tout le monde peut comprendre dans le jargon utilisé par cet homme. Mais le Belge ne va pas profiter longtemps de sa liberté retrouvée. En 1986, François Scapula, un truand marseillais qui a viré balance, l'accuse d'avoir trafiqué 20 kilos d'héroïne thaïlandaise. Les policiers le ratent à Paris en 1987 et Francis part se mettre au vert à Bruxelles où il est finalement arrêté en mars 1988. Après 4 ans de détention et le versement d'une caution d'1 500 000 francs, il est remis en liberté provisoire en décembre 1992. Mais il devra attendre son procès en avril 1996 pour être blanchi de ses accusations. Et cette relaxe avait été confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qui avait permis à Francis van Werberg d'obtenir une indemnisation pour sa détention abusive au niveau de la détention provisoire. Et l'anecdote intéressante à ce propos, c'est que lui, qui considérait qu'il n'avait pas à garder cette somme d'argent, dans un premier temps avait voulu la remettre à l'abbé Pierre, qu'il admirait beaucoup pour ses œuvres. L'abbé Pierre, qu'il avait accepté dans un premier temps, a dû la refuser parce que cette acceptation avait soulevé un tollé médiatique en disant qu'on ne pouvait pas accepter l'argent d'un truand. Et finalement, l'argent a été donné par Van Werberg à l'Observatoire des prisons. Avec les années, la notoriété de Francis le Belge a dépassé les frontières du milieu pour gagner le grand public et plus particulièrement les Marseillais. Vous venez d'écouter Gang 70s. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang 70s est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grieux. Avec la voix d'Elsa Hamnan.